Bonjour, bonsoir à tous les catcheux et les catchix et bienvenue dans ce nouveau podcast, une nouvelle édition de l'Enigmatic Asylum. Aujourd'hui, le sujet portera sur l'année 2016 et je serai accompagné de Lilian, que vous avez souvent entendu au début de ma chaîne et qui représente Catch avec Passion. Bonjour Lilian, comment vas-tu? Salut. Salut à tous. Salut à tous, j'espère que vous avez tous très bien. On est présent pour ce nouveau podcast. C'est un plaisir d'être une nouvelle fois ici avec toi. Le plaisir est partagé, écoute. Du coup, sans plus attendre, on va commencer. Donc, on va aborder l'année 2016. Donc, ça peut être WWE, NXT, bon, même si c'est la même chose. Ou s'il y a d'autres trucs à rajouter par rapport à d'autres compagnies, on va le faire. Du coup, on va commencer par le commencement. Donc, le Royal Rumble 2016. Là où tout a commencé avec Roman Reigns qui est champion de WWE et qui doit défendre son titre dans un Royal Rumble One versus All. Du coup, Lilian, qu'est-ce que tu as pensé de ce Rumble justement, même le pay-per-view globalement? C'est l'un de mes premiers pay-per-view que j'ai pu voir. Je l'ai en DVD, j'ai dû le voir une trentaine de fois, le Royal Rumble match, parce que quand j'étais petit, je surkiffais cette stipulation et c'était le seul DVD que je pouvais regarder. Hmm. Un show incroyable, je vais pas être très objectif, avec un super opener, une carte qui est quand même solide, et puis un Royal Rumble match qui est booké à la perfection. C'est l'une des seules fois où on voit un mec dégager du Rumble à cause d'une blessure et qui revient. Malheureusement, ça a été trop utilisé par la suite, comme avec Orton, etc. Ouais, Mais vraiment un super match. Malheureusement, on n'a peut-être pas eu le bon vainqueur. Même si ça fait sens dans le booking, on n'a peut-être pas eu le bon vainqueur. Mais dans l'ensemble, un très bon Rumble. Une bonne histoire. Avec une bonne histoire. ouais, c'est vrai que c'était plutôt partagé, mais je suis d'accord pour le fait que le Royal Rumble c'était un bon pay-per-view, surtout avec le super last man standing qu'il y a eu entre Kevin Owens et Dean Ambrose. Ainsi que il y a aussi eu un plutôt bon match entre Charlotte et Becky Lynch pour le titre des Divas, avec Charlotte qui commençait son heel turn. Et le Rumble, clairement, c'était quelque chose, quoi. Donc, entre R-Truth qui fait le con, qui confond avec le Money in the Bank, Roman Reigns qui doit survivre à des tas de mecs, et plein d'autres trucs aussi. Brock Lesnar, on teasait une rivalité entre Brock Lesnar et Bray Wyatt, peut-être à l'approche du WrestleMania qui n'est jamais arrivé finalement. Et, et oui, c'était super, et le gagnant, bon, c'est controversé, mais bon, c'était logique au vu de la route de WrestleMania. Tout à fait d'accord avec. D'ailleurs, en parlant de surprise, on va un peu s'attarder sur une surprise en particulier, les débuts de AJ Styles. Ah oui, ça c'était quelque chose, hein. Surtout s'il a eu une très bonne année 2016 globalement. Et puis les débuts, je crois de tête, hein, après j'étais jeune donc je n'avais plus trop de souvenirs, j'avais pas les réseaux, mais il me semble que la surprise a été très bien gardée et Hmm. que pratiquement personne n'était au courant de la venue d'AJ Styles à la WWE. J'ai un doute si en parler dans les médias avant ce show. L'arrivée est exceptionnelle, la pop est exceptionnelle, la réaction de Roman Reigns est exceptionnelle. Ouais, Le moment venu, il arrive au début du Rumble, ça te met vraiment dans le bain du Rumble avec un super match d'ailleurs, on va faire que de le répéter. Mais c'est en partie dû à cette surprise qui est AJ Styles qui vient à la WWE près de 10 ans après son attente. ouais, c'est clair. Surtout que, bon, j'avoue que AJ Styles, je ne l'avais pas reconnu directement, comme c'est la première fois que je le voyais depuis 10 ans aussi. Quand j'ai découvert, c'était dans les magazines de catch et également vite fait à la TNA. Donc, c'était une surprise de le voir. Surtout que la suite du Rumble, c'était. Enfin, tout allait bien. Première rivalité contre Chris Jericho. Il a eu une super rivalité contre John Cena également. Et il est également devenu champion de la WWE rapidement jusqu'à la fin de l'année. Donc, clairement, en termes de début, c'était super. De plus, j'ai vu une petite stat il n'y a pas très longtemps, enfin ça date d'il y a à peu près 4-5 mois, un classement dans une vidéo YouTube de la WWE des meilleurs débuts et AJ Styles est classé 6ème. Donc
pour dire qu'ils sont très satisfaits, à mon avis, des débuts de ce dernier à la WWE. Ah oui, ça montre clairement l'impact qu'il a eu à ce moment-là. Et j'aurais aimé C'est dire clair. ça également d'autres stars de la TNA s'ils n'avaient pas commencé NXT, mais bon, ça c'est un autre sujet. Effectivement. Je voulais aussi parler, donc du coup, à la continuité du Royal Rumble 2016, parlons du show qui vient après, Fastlane, où c'est un bon PPV dans l'ensemble, mais je voulais surtout parler du main event, du triple threat match entre Brock Lesnar, Dean Ambrose et Roman Reigns, le vainqueur et donc challenger numéro 1 au titre de Triple H. Super combat Mhm. où ça emmène donc, du coup la rivalité entre Brock Lesnar et Dean Ambrose et ça met Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 32. Donc c'est assez décent comme match, hein. C'est vraiment un 4,25, 4,5 à regarder. Je le conseille bien évidemment à tout passionné de catch qui ne l'ont pas encore vu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Lyon, surtout que même la rivalité Dean Ambrose et Brock Lesnar, c'était plutôt sympa dans l'ensemble. Où ben, on voit clairement que Dean Ambrose est en outsider, mais le mec ne lâche rien avec chez les légendes du hardcore aussi qui le soutiennent, puisque le match à WrestleMania, c'était un no holds barred. Bon, que ça ne se soit pas passé comme Ambrose le voulait, bon, c'est dommage pour lui, hein, mais en soi, le match, il est bien tel qu'il est en fait. Et surtout avec la fin du match qui m'a fumé, où Lesnar, je retiens surtout la fin où Lesnar balance Ambrose, on fait une German suplex, mais c'est Lesnar lui-même qui atterrit sur le tas de chaises en fait. Dean Ambrose il est loin avant d'enchaîner le FF sur le tas de chaises. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais je trouvais ça énorme à l'époque. C'est vrai, j'avais complètement oublié que c'est les stars qui retombent sur les chaises parce qu'ils jettent trop fort Ambrose et puis ils sont mal positionnés, c'est vrai. Est-ce que Ouais. tu as d'autres choses à rajouter par exemple sur Fastlane Parce que Pas, pas du tout. très marquant. J'ai juste un petit truc, un petit fun fact à raconter. L'avant main event, c'est Goldust contre Curtis Axel. Voilà, ça me fait rire de le rappeler. Ce match a existé, voilà. En PPV, Ouais. c'est Donc, exceptionnel. En donc route pour WrestleMania. voilà, passons à WrestleMania maintenant. WrestleMania 32 qui est également critiqué. Bon, euh, Et je est-ce suis qu'il pas y a, d'accord. est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement... Bon, j'avoue que j'ai plus trop souvenir de tout ce qu'il y a eu à WrestleMania. Donc, Lilian, je te laisse présenter le show. L'année 2016, comme je l'ai dit, une année où j'ai énormément suivi le catch, hein. J'avais à peu près 8-9 ans, même un peu moins. Et WrestleMania 32, l'un de mes premiers DVD également. Euh, exceptionnel. Exceptionnel, on a un super match entre Charlotte, Becky et Sasha Banks qui confirme le heel turn, hein, vraiment de Charlotte Flair. Ah oui, c'est On a vrai, également Lilian, un excuse-moi de te super. couper, mais c'est vrai que ce Ouais, ouais. match aussi a une certaine importance parce que c'est un passage vers la transition des divas pour devenir des superstars. Et en plus, avec l'introduction du nouveau Women's Championship. Ça aussi, c'est à noter. Vas-y, je te laisse continuer. C'est exact. On a un énorme opener, un ladder match pour le titre intercontinental. Avec une fin très marrante d'ailleurs, un Miz qui se voit tout beau tout grand, qui se fait pousser par Zack Ryder pour aller perdre ce match et avoir le nouveau champion intercontinental qui perdra le titre un jour plus tard. On a également le début de la fin de la Ligue des Nations, hein, malgré une victoire contre le New Day. Euh, Ensuite, ils sont ratatinés par les légendes avec le retour de Stone Cold, de Mick Foley. Et le dernier, Shawn c'est Michaels. Shawn Michaels. Ouais. Shawn Michaels, la Ligue des Nations se fait niquer en 3v4. Puis ensuite, on a le New Day qui vient danser avec Stone Cold, péter des bières et Xavier Woods qui se prend un stunner. C'est vraiment un WrestleMania qui est sympatoche. On a Chris Jericho contre Edge Styles également qui est bon malgré que le fait qu'on ait peut-être eu le mauvais vainqueur. Ouais, mais bon, Il y a des moi je petits points. trouve plus que le match. Enfin, je ne dis pas que c'était mauvais, mais c'était décevant en fait. Un peu comme pratiquement tous les matchs de Styles à WrestleMania. Je ne sais pas s'il y a eu une espèce de malédiction, mais Styles dans les WrestleMania, c'est pas souvent au rendez-vous. En dehors de celui où il y a eu le Boneyard contre le Taker.
C'est vrai, ensuite on a du mauvais, hein. On a Undertaker contre Shawn Michaels qui est très moyen, hein, qui est très long, qui est très chiant. Ah non, non, Assez limite quand même. c'est contre Shane d'ailleurs, qui est Contre Shane. revenu entre-temps. Oui, oui, Moi, c'est vrai, j'ai... Shane, on a oublié d'en parler, ouais. Shane qui arrive entre temps, oui. Ouais, ouais. Et je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé le match personnellement, mais on voyait que les TK étaient clairement finis, hein. Ou bien j'étais investi Ah dans ben, le sens où Shane, s'il gagnait, il devenait GM, un truc comme ça. Donc, je voulais voir Shane c'est ça, c'est gagner. ça. C'est Voilà. si s'il gagne, il devient général manager de Raw. Mais d'ailleurs, je comprends pas trop le fait que Vince McMahon décide d'envoyer Undertaker, qui est censé d'être un de ses ennemis de toujours. Il l'envoie contre Shane McMahon. Bon, pourquoi pas. Ouais, mais Le le match est Taker pas aussi, horrible. à un moment de sa carrière, il a aussi été à son service. Donc, peut-être que c'est pour ça. Je sais pas. Fallait trouver un truc pour remplacer Sting, sûrement. Ouais. Oui, peut-être. Puis après, on a The Rock et Rick Rowan qui est osé. Fallait bien faire venir le Rock, hein. Et, et Roman Reigns Triple H qui est pas si affreux que ça, je suis pas forcément d'accord. Qui est pas affreux, mais c'est Triple H, il est lent. Roman Reigns, ça colle pas. Le public, il en a marre de Roman Reigns. Euh, c'est c'est ce qui arrive, hein, quand tu surpush un babyface. Il peut y avoir l'overdose. Et l'overdose de Roman Reigns, elle a eu lieu malheureusement au main event, hein, sachant que les gens voulaient plutôt Dean Ambrose dans le main event que Triple H ou bien même Roman Reigns. Donc on a eu ce main event qui a beaucoup beaucoup déçu. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, le match féminin qui était le meilleur match du show pour moi. Voilà, c'est dit. Alors que le match de l'échelle existe, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Pas forcément. Ah, Dave Meltzer partage mon avis, hein. 4,25 chez Dave, 4 pour le féminin. Quel homme. Ouais, mais Dave, c'est qui aussi en termes de pertinence des notes? Voilà, quoi. On dirait rien, on dirait rien. Voilà. Non, mais ça, c'est un autre débat. If I speak. Big trouble, comme je dis souvent. Alors, Première fois que tu m'entends dire du bon Dave, hein. hmm. Ensuite, ben, pour la suite, ben, Reigns, il a comme premier challenger AJ Styles, où ils ont enchaîné deux bons matchs. Dans le premier, il y a vraiment eu beaucoup d'overbooking pour histoire de garder des pickness. Pas forcément nécessaire, Le mais premier, c'est c'était très bien. Extreme Rules. Non, non, le premier, c'est à Payback. Payback où il y Ils ont eu un a... match de playback. Oui, ils ont eu un premier match à Payback. Et là où ils ont eu de nos contests, et c'est là où Shane et Stéphanie, qui sont les commissionnaires de WWE pour le coup, ça aussi, il faudra qu'on en reparle. Ils décident que quand on reprend le match a été repris à deux reprises pour que finalement Reigns se gagne à la fin. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi tout le bordel autour de la Bloodline et du club des nullards là. Bon, ça on pouvait s'en passer, mais sinon les matchs en eux-mêmes c'était plutôt bien. Pour revenir à un show que. Alors là, c'est un show vraiment que je défends corps et âme, hein. Et puis on se connaît depuis maintenant 3 ans. C'est Extreme Rules. Euh, Ah, Extreme Rules, je ça va peux rien permettre de dire. transitionner à ta partie préférée, mais vas-y, je t'en prie. Exceptionnel. Exceptionnel. Mon show de catch préféré, je pense all time. Like Night of Champions de cette année. Exceptionnel. On a un bon opener entre le club et les Usos. Donc, juste ça, c'est pas mal. Oui, oui, Luna. Oui, oui, je dis du bien du club. Et, euh, et ensuite, on a de bons matchs qui sont présents pour calmer la foule. Puis, on a ce banger, le meilleur match de l'histoire, hein, je dis les termes IMO, le Fatal 4-Way masculin entre le Miz, le meilleur catcheur de l'histoire, Cesaro, Kevin Owens et Sami Zayn, oh là là, qui nous servent un banger sans nom, avec une histoire racontée qui est superbe, avec le Miz, le méchant qui a aucune chance, qui devait affronter que Kevin Owens normalement, mais qu'il a dit qu'il pouvait affronter tout le monde, qu'il ramène tout le monde, il les défonce. Cesaro et Sami Zayn sont donc rajoutés au match. Et on a finisher sur finisher, gros spot sur gros spot. Le Miz qui joue le rôle du heal à la perfection et qui finit par gagner à cause de la rivalité entre Kevin Owens et Sami Zayn qui se construit. Il en profite pour aller ramper sur Cesaro pendant que Sami Zayn s'acharne sur son ennemi de toujours. 20 minutes d'excellent catch. Je reconseille également à tout le monde. Puis ensuite, on a un super match entre Dean Ambrose et Chris Jericho qui est beaucoup critiqué. Critiqué, Et je voudrais oui. avoir ton avis sur ce match, puisque je ne comprends pas. Par exemple, notre cage match qui est de 3, je n'ai jamais compris pourquoi ce match est-il autant détesté vis-à-vis de la communauté WWE. Est-ce que c'est parce que c'est un faux match Extreme Rules en mode style le sang, etc., qui n'a pas plu aux fans hardcore,
ou alors c'est juste que le match est nul à chier, je suis pas objectif. Ben écoute, Lilian, moi aussi je me pose la même question, hein. C'est pas un match extra, effectivement, mais ça reste quand même un bon match qui se laisse regarder. C'est un match cohérent avec la stipulation du Asylum, où ils utilisent toutes les armes et en plus des objets liés à l'asile. Et surtout, en plus, il y a une super fin où Jericho atterrit sur les punaises, Dirty Deed sur le tas de punaises aussi avec un Bros qui se tient la main comme il s'est pris. Il s'en est pris une au niveau du poignet. Et ça, c'était drôle, mais ouais, ça, c'est laissé regarder. C'est pas un match dont on va se souvenir dans des années, mais ça reste sympa quand même. Et ensuite, pour revenir à Extreme Rules et le show en général, je pense que t'as rien d'autre à dire sur le match intercontinental que j'ai décrit. Non, non, j'ai rien d'autre à dire. Je confirme tout à fait ce que tu dis. Et on voit clairement que tu as un bon sens de l'objectivité pour dire que c'est le meilleur match du monde. Wink, wink. Voilà. Alors j'abuse un petit peu, mais excellent combat, c'est un 5 étoiles, hein. On ne fera pas dire l'inverse. On a Roman Reigns contre AJ Styles dans le main event, on en a parlé de la partie 1, enfin t'en as parlé parce que j'avais aucun souvenir. Hmm. Retour de Seth Rollins dans le main event, sous une superbe pop en plus il me semble. Ouais. On a le match qui est super. Bon, il y a l'histoire entre le club et Eddie Uso qui reste présente parce qu'il y a une histoire non achevée de l'opener. On a AJ Styles qui met le doute plusieurs fois face à Roman Reigns. Et personnellement, en étant honnête, je vais pas dire oui quand j'ai regardé le show en direct, non, ce serait mentir. Hein, à 21h30, je dormais. Mais quand je le regarde en DVD, des fois je me dis encore, ah, peut-être que AJ Styles aurait dû gagner. Ah, et AJ Styles aurait dû gagner. Ah, et AJ Styles aurait, peut gagner en fait. Mhm. Et quand je l'ai vu la première fois, je pense que je me suis dit ça. Enfin, normalement, ça remonte un petit peu. Ouais. Donc je trouve ça un petit peu dommage que la WWE n'ait pas fait gagner tout de suite le titre au Phénoménal. Mais ça reste quand même un très très bon combat avec les armes bien utilisées sans trop en faire. C'est un combat qui se regarde et c'est un super PPV, hein, comme je le défends corps DM. Ouais, c'était un très bon Extreme Rules, hein, clairement, hein. Surtout par rapport au match que tu as décrit. Et je pense qu'on peut déjà parler du run du Miz en cette année 2016. Donc je te laisse l'honneur d'ouvrir ce topic. Le Miz, que dire de ce GOAT, hein. C'est le meilleur règne peut-être all-time du titre intercontinental. Non, je préfère Il prend le Gunther. titre à Zack Non, je Ryder. rigole. Oui, oui, ça doit être ça. Il prend le titre à Zack Ryder le lendemain de WWE. Comment? En plus, c'est le début de l'association entre Maryse et le Miz d'ailleurs. Sûrement. Sûrement, je peux pas le confirmer, donc si tu le dis, c'est que Hmm. c'est vrai. Ensuite, il a une première défense à Payback qui est plutôt bonne face à Cesaro. Face à Cesaro, ça mange pas de pain, mais c'est vrai, mais ça se regarde. Ça se regarde. Et puis ensuite, il y a l'excellent match contre Cesaro, Kevin Owens et Sami Zayn. Puis le Miz ensuite est sur une énorme comment chemistry avec tout le monde. Il fait un plutôt bon match avec Darren Young. Contre Apollo Crews, c'est moyen. Et à partir de Backlash, le Miz est superbe. Et il a des affrontements contre Dolph Ziggler, pas pour le titre, où il y a la triche avec Maryse avec le petit parfum. Hmm. Match à Backlash contre Dolph Ziggler, qui reste exceptionnel. Il gagne toujours avec une phase controversée. Le Miz, c'est un heel comme on les aime à l'époque. Ah non, Aujourd'hui. à Backlash, c'était fini là. Dolph Ziggler l'avait battu plutôt. Ah Malgré bah, toute il gagne pas souvent l'intervention comme No du Mercy. Spirit Squad. Il gagne à No Mercy, Dolph Ah, Ziggler. non, merci, autant Dans pour moi. titre contre carrière. Ah oui, c'est vrai. My bad. Et bah, il gagne. Je crois que c'est un ladder match, mais je suis pas certain. C'est peut-être avant le ladder match. Je Non, sais plus. il récupère Mais avant le leader match et il affronte sa Mizaine à Survivor Series pour le titre, justement. Et le leader match arrive après. bah, sûrement. C'est sûrement ça. Puis il repère contre Miz à SmackDown, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Alors, je sais plus si c'était ce match-là alors avec le parfum. Mais ça reste un super match parce qu'ils ont que des bons affrontements, Miz et Ziggler. Puis ensuite, le Miz reprend le titre pour la 6ème fois de sa carrière. Fait une énorme défense contre encore une fois le même Dolph Ziggler.
lors de Chelsea. Ouais. Puis fait une défense contre Dean Ambrose à un SmackDown. Bon, bah, ça, c'est pas ouf. Puis le perd contre Dean Ambrose à un SmackDown avant de plus le retoucher, il me semble. Bon, ça, Ou alors c'est il en le récupère en 2017, il me semble. 2017. C'est en 2017 qu'il le perd contre Ambrose, donc ouais. C'est déjà 2017? Ouais. Ah oui, peut-être début d'année alors. Ah, mais ça Et m'étonne. leur 3 extra moves, 2017. Et ça m'étonne quand même que tu n'aies pas parlé del famoso promo du Miz lors de Talkie Smack face à Daniel Bryan où il a Pardon, plus ou excuse-moi. moins remis à sa place, on va dire. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Lina. Ouais. Est-ce que c'était dans le script ou non? Je dirais que non, parce que dans le souvenir des Talkie Smack à l'époque, ben, ça laissait la liberté un peu au talent de s'exprimer hors script. Donc j'imagine que le Miz a poussé un coup de gueule, peut-être une accumulation due à plusieurs critiques à son égard avant, et que Daniel Bryan, ben, c'était la critique de trop, alors que c'était une vanne à la base, et c'est là où le Miz a décidé de le démarrer verbalement et que Bryan s'est barré, quoi. Même Brené Young avait essayé de le calmer, Maryse était gênée, ouais, c'était quelque chose. Moi, je trouve que c'est ce moment-là qui a bien lancé son règne, en fait. Mais bon. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ce moment-là en fait qui me fait douter si c'est pas si c'est scénarisé ou non, c'est quand Daniel Bryan part. Parce que Daniel Bryan quand il part, et ben il semble se dire ah ouais putain il a géré. Ouais, Donc, c'est je possible. sais pas. En tout cas, après, ils ont bien capitalisé là-dessus dans les SmackDown suivants, surtout avec le Miz qui avait son contrat qui allait bientôt se finir. Donc, il en a bien joué face à Daniel Bryan. Je me rappelle même d'une promo où Bryan a commencé à arriver sur le ring pour vouloir le démonter, mais le Miz est parti par le public et continue à gueuler que je ne signerai pas tant que j'aurai pas ce que je veux, quoi. Voilà. Ouais, c'est le Miz en 2016, je pense vraiment que c'est Non, mais c'est son prime, hein, clairement. exceptionnel. On en parlait hier d'ailleurs dans le serveur du doc. Certains ont osé mettre le Miz en côté, voire même surcoté. C'est exceptionnel. Mais donc du coup là, ouais, pour re-regarder l'extrait là sans le son en face de moi, on voit ouais Miz il a l'air vraiment en fait énervé. Il a vraiment l'air il a Furax. vraiment l'air remonté mais dans la vraie vie quoi. Quand il hurle moi je me suis jamais blessé et qu'il dit que Brian sera de retour dans un an et qu'il n'est jamais là, ouais, il est exceptionnel. Il est exceptionnel ce type. Ouais. Et je me rappelle aussi vite fait d'une promo où il avait dit les termes, c'est le lendemain de No Mercy, quand il a perdu le titre, il était en costume noir, Maryse en costume noir aussi. Et en fait, le courant de la promo, c'est que nous sommes présents aujourd'hui pour annoncer la mort du titre intercontinental. Oui. Là, j'étais là en mode que... Ouais, I agree. C'est vrai que Ziggler champion, bof, quoi. Voilà. Pour moi, Ziggler aurait dû prendre sa retraite et faire son one-man show, revenir plus tard. Bon, ils ont essayé de faire un truc l'année suivante, mais qui n'a mené à rien. Mais bon. J'ai sous les yeux le règne de Dolph Ziggler. Il gagne le titre le 09-10-2016, donc à No Mercy contre le Miz. Il défend le 01-11-2016 contre Kurt Hawkins où il le squash en 7 secondes. Puis le repère contre le Miz le 15-11-2016. Ah là là, Kurt Son règne a duré pendant un snap. Hawkins aussi, c'est dommage. Hein. Le mec, il faisait en plus des vignettes en mode il expose des faits, mais tout ça pour que son premier match se fasse squash, d'accord. Et après, plus rien. C'est ça son premier match contre Ziggler? Ouais, c'était son premier match, oui. Parce que normalement, ça devait être contre Apollo Crews, mais le match n'est pas arrivé finalement. D'ailleurs, Apollo Crews, parlons-en, l'année 2016, ça ne pouvait pas être un petit peu son année de gloire à ce dernier? Ouais, bof, je retiens rien de lui en 2016. Hein. Parce que techniquement, ce premier match à Kurt Hawkins télévisé, c'est contre Apollo Crews le 25-10 à Main Event. Ah ouais. Bon, je l'avais pas. Mais Event, c'était héros il pour le bat moi. Apollo Crews. Ah, en plus. Bon. Il bat Apollo Crews à un SmackDown. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis en train de découvrir ce même bordel, là, écoute.
après, bon, il fait que perdre. Voilà. Avant de mettre fin à la série de victoires de Revivals avec Zack Ryder à WrestleMania, en pitié. Ouais. Mon WrestleMania moment pour eux, Ça, c'est c'était une drôle. victoire. Ouais. Ensuite, Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, la transition, ben, on parlait de Rollins. On va parler du Shield un peu. Enfin, le Shield, est-ce qu'il y a grand-chose à dire? Ben, Money in the Bank, ben, c'était super, quoi. Les 3 membres du Shield qui deviennent champions. Champion de WWE, même si Dean Ambrose au Raw d'avant, il avait clairement spoilé sa victoire au Money in the Bank. Mais bon, je me dis que c'est quand même dans la logique. Non, c'était dans un Asylum où il y avait comme invité Rollins et Reigns. À la fin de la promo, il dit que ben il va cash in pour être champion à la fin de Money in the Bank, quoi. Qui va gagner la mallette et qui va cash in le soir même. Voilà. Ouais, après, ça peut être vu plutôt comme une promesse que. Oui, moi aussi je vois ça comme ça, mais ça fait un tout petit peu spoil quand on voit la suite, mais ça reste quand même dans la logique de son personnage qui est assez imprévisible. Et le Money in the Bank match aussi qui était très bien. Bon, c'était très bien parce que je voulais qu'Ambrose gagne, mais bon, c'était très bien quand même dans mon livre. Peu importe ce que peuvent dire les gens. Et Le Rumble 2016, c'est qui? C'est avec Del Rio, Cesaro et tout là? le Money in the Bank, ouais, c'est ça. C'est Del Rio, Cesaro, Jericho, Ambrose, Zayn et Owens. Owens, ouais. C'est très bien, oui, je suis d'accord. Et avec Dean Ambrose, bon, le règne, c'était pas ouf non plus, hein, mais en tout cas, le premier mois de son règne était bien, je trouve. Quand il devait défendre pratiquement chaque semaine contre Seth Rollins, parce que Reigns était suspendu. Je me souviens pas, moi je vais être honnête, je me souviens d'un seul truc, c'est sa défense contre Ziggler et à Battleground. Non, mais sinon. Et comment ça, Reigns, il s'est fait choper avec stéroïdes? Ouais, c'est ça. Bon, les stéroïdes, non, mais il s'est fait choper, oui. Donc, pour un bon match. Non, c'est pas ça. Donc, un très bon main event avec le roster de SmackDown qui fait avec Ambrose. Mais Battleground, pour moi, c'était clairement le meilleur pay-per-view de l'année. Hein. Avec. Bon, parce que moi, il y a beaucoup de matchs que je retiens pas mal, même le Rusev Rider avec Mojo qui arrive. Bon, ça, c'était le malaise. Il y a eu aussi la rivalité entre New Day et la Wyatt Family qui était bien, avec Bray Wyatt qui intimide, Xavier Woods. Ça, c'était super. Xavier Woods. Le match. Qui est un banger. Lol. Ouais, avec. Comment il s'appelle Bob Backlund, voilà. Bob Backlund qui pique une crise, make Diane Young great again, voilà. C'était une bonne idée, hein, mais dommage que ça soit vite arrêté. Non, c'était une idée de merde. Moi, j'aimais bien, avec Bob Backlund qui était en mode coach de vie. C'était un bon truc pour essayer de lancer Darren Young en solo. J'entrais dans le délire, mais c'était trop court, je trouve. C'était rentré dans le délire. Bah, sorti du délire, casse-toi vite. Non, mais Backlund, c'était. Ouais, Sami Zayn contre Kevin Owens, ouais, ça aussi, c'était un match extra. Hein. Donc, une grosse rivalité entre les deux, en plus avec Zayn qui gagne à la fin. Et clairement, Zayn, ça a permis plus ou moins de le lancer dans le main roster, cette rivalité quand même. Même si dans les années qui vont suivre, va être sans cesse être associé à Kevin Owens, ce qui me saoule un peu, mais bon, dommage. On en parlera une autre fois. Voilà, c'est ça. Et il y a eu quoi d'autre? Il y a eu aussi l'introduction de Big Cass Enzo Amore avec John Cena contre le club et la promo d'avant-match. Enzo, j'accrochais pas au début, mais c'est à partir de ce moment que je suis entré dans le délire de l'équipe soft. Là, c'était super. Avec Cena qui était assis, qui regardait Enzo parler, il a fait une super promo à ce moment-là. Enzo et Big Cass en 2016 aussi, c'était aussi un sacré truc. Hein. Avec les vaudevillains. Mais bon, vaudevillains, ils méritaient mieux. Voilà. Vaudevillain aurait dû gagner Extreme Rules contre New Day, hein, je fixe le terme. Ouais, moi aussi je pense ça. Et... Grande pensée, grand homme.
Et ouais, Battleground, c'était super, hein. Et ce que je trouve dommage, ce que je trouve comme défaut, c'est que pour la plupart des rivalités, ben ça s'arrête net, quoi. Il n'y a pas de suite. Parce que par la suite, il y a la brand extension, donc le brand split Raw et SmackDown, avec les commissionnaires Stephanie McMahon en Raw avec Mick Foley en GM d'un côté, et à SmackDown, Shane commissionnaire et Daniel Bryan général manager. Ça aussi, c'était très bien de séparer les rosters un peu. Parce que là, même avec les titres, avec les rivalités, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde déjà et bon, il fallait quand même trouver des programmes, quoi. Et les pay-per-view Ah exclusifs ouais, aussi, je trouvais que c'était bien dans ce sens-là. j'allais en venir. J'allais t'en parler. Backlash, premier PPV exclusif à SmackDown. Ouais. Beaucoup de couronnements, dont le couronnement des nouveaux tag team SmackDown. Mais avant, attends, Et avant d'arriver sur Backlash, est-ce qu'on peut d'abord parler de SummerSlam, que j'appelle, bon, j'allais justement parler de forcément ça, oui, qui a été le pire pay-per-view de l'année pour moi. oui, bah oui, toujours. Non, mais c'était nul, hein. Il y avait rien C'est qui vrai. allait. Tout ce qui a sauvé, c'est juste le match entre John Cena et Jay Styles, qui est vraiment Bah, le coup masterclass, quoi. d'avance. Ouais, bah alors Rollins, ouais, dans une moindre mesure aussi pour déterminer le premier champion universel, ouais. Le club contre les New Day avec les testicules de Biggie. Ah, va te faire foutre. C'est fun. Non, non, Les non, couilles de Biggie. non, mais Avec c'est, John Stewart. non, mais c'était quoi cette daube aussi, quoi. Bon. C'était vraiment de la merde. Avec le main event, si on ne compte pas la fin, de toute manière, c'était chiant, hein. Et ça Ah n'a oui, la fin servi qui est à belle, hein, rien, quand quoi. Lesnar il tabasse le front d'or. Ouais, ouais, ouais. Et le reste de la En même temps, carte, c'est mine. Hein. et le reste, est-ce qu'il faut en parler? Là où Sacha perd son titre 3 semaines après avoir remporté au premier Raw du Brand Split, bon, ça aussi, il Ça, faudra en Sacha, parler ah de ces oui. feuds là. Bon. Mais bon, on va continuer à en parler après. Et sinon, avant d'enchaîner, est-ce que tu as quelques mots pour NXT? Ben, est-ce qu'il y a forcément grand chose à dire à part que c'était à leur prime? À leur Et que prime. 2016 c'est exceptionnel. Hmm. On a tout qui est bon avec NXT TakeOver Toronto notamment. Ouais. Et je pense que c'est l'un des meilleurs PPV all-time de l'histoire. Bon, après, moi, j'ai commencé à vraiment me mettre à NXT en 2017, donc je regardais ça d'un peu loin. Mais j'ai vu le DIY contre Revival, c'est là où j'ai d'ailleurs découvert les deux équipes et c'était génial, hein. Bah, c'est 5. C'est là où je suis, c'est à Et partir de ce moment que je suis vraiment tombé fan du catch par équipe. Alors que je ah regardais ouais? du catch depuis longtemps, oui. Le catch par équipe, bon, je regardais ça, je trouvais bien, mais son plus, mais si je pouvais m'en passer, mais le must-see, c'était au moment de DIY et Revival. C'est grâce à ça que je me suis intéressé davantage à cette division. D'ailleurs, pour même pas parler, en parlant d'NXT, de NXT TakeOver Dallas, Vas-y. je sais pas si t'as déjà vu. Pas du tout. American Alpha contre Revival, exceptionnel. Ouais. Et puis ce 5 étoiles, ce banger sans nom, Hmm. Nakamura Zayn. Ah oui, Nakamura Zen aussi, c'était très bon aussi, oui. Ah, c'est excellent. Et Et puis surtout enfin, avec l'arrivée de Nakamura, bon, Nakamura on nous vendait comme une grosse star, mais bon, pour le mettre à NXT, je trouve que c'est bof bof quand même. Pour moi, il aurait pu aller en main roster directement. Mais après NXT, NXT. peut-être pour apprendre l'anglais, mais je trouve qu'il a été à NXT trop longtemps qu'il ne l'aurait dû en fait. Ah, c'est un peu pénalisé, je pense, son gros push. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Parce que NXT, C'est le ben plus gros champion du monde, à je part son, pense. Hein. parce que Nakamura, à part son arrivée, le match contre Zayn, je ne retiens pratiquement rien quoi de son run. Contrairement NXT, à, ouais, t'abuses un peu. ouais, il a été champion de NXT 2 fois, mais on s'en fout un peu. Mais bon, on retient pas grand Il a eu chose des quoi. énormes matchs. Il a eu un bon match contre Balor. Ou c'est le seul match du show d'ailleurs, Ah ouais, à NXT. C'est exceptionnel. d'accord. D'ailleurs, l'épisode est très bien. Hmm.
Ensuite, son premier règne, là, bah, c'est 2016, on est en plein dans l'année. Donc il dure pas très longtemps, mais bah, il gagne contre Joe, il perd contre Joe. Voilà. Hmm. Premier bon match, deuxième bon match. Puis si on doit vraiment parler de Nakamura, à part si tu en as prévu un jour, on doit faire un sujet à part, il a un deuxième règne qui dure un peu moins longtemps, mais il a une défense, je crois, comparé au premier. Puis il perd contre Bobby Roode. Hmm. Ouais, rien à signaler de ses règnes, tu as bien raison. Bah ouais. Et Le reste, contrairement à Asuka qui a vraiment eu une grosse place quand même à NXT, un impact où c'est la championne imbattable, hein, avec et puis je persiste. Asuka, moi je connais Kana. Ah, quitte là. Asuka, voilà. Donc on parle de Asuka, hein, pas de Bozo, monsieur. Faudra se calmer. Bon. Asuka, son règne NXT, c'est géant, hein, elle bat Bayley. Et son premier gros challenge, pour moi, je persiste, c'est Nia Jax. Là où c'est la première à lui avoir donné beaucoup de mal et qui a vraiment mis son règne en danger. Parce que le reste du temps, ben, avant Ember Moon, bon, je voyais pas qui pouvait la détrôner. Même si le match au Takeover Toronto contre Mickie James qui a fait son retour, c'était bien quand même. Elle perd contre qui, Asuka? Personne. Justement, ben, elle reste Ah, invaincue à NXT, elle rend vacant parce qu'elle doit aller à Raw. Voilà. arrête. Non, non, mais c'est tout à fait ça, hein. Ah ouais, j'étais persuadé qu'elle perdait. Non, non, personne ne la bat pour le titre de NXT, c'est ça qui est beau en plus. Championne invaincue Et jusqu'au bout. persuadé qu'elle perdait. Ah ouais, sa dernière défense, c'est Ember Moon. Ouais. Puis elle perd pas. C'est exceptionnel. Hmm. Ben, donc là, Ah la ben. vache. Ta première défaite, c'est contre qui? C'est contre Charlotte? Ouais, Charlotte. À WrestleMania. Mhm. Et oui, Après, c'est bon, je sais pas après, pourquoi je bon, me rappelle c'est. l'attaque. Après, bon, c'était le début de la descente, mais on n'est pas là pour en parler. Donc, c'est là que qu'on peut fermer la page de NXT, à moins que tu aies autre chose à rajouter. Non, pas forcément, à part que la division tag était la meilleure chose à NXT à ce moment-là. Ouais, je confirme. Donc, ben, on repasse à l'après SummerSlam. Du coup, on peut passer au premier pay-per-view de SmackDown et surtout avec l'histoire de Heath Slater Free Agent. Ça, c'était quelque chose aussi. Là, 2007, c'était vraiment 2016, c'était l'année où j'ai vraiment l'impression que tu pouvais tout mettre over. C'est hallucinant. Oui, oui, quand tu vois que Mojo Riley y a été, Ouais. à moitié. Hmm. Parce que là, Oui. pour Heath Slater, ça part d'un truc legit en plus. Genre, Ah bah, on l'a complètement oublié dans le draft et ils en ont capitalisé pour en faire une storyline, quoi. En mode I need this job, I got kids. Et avec Lesnar, avec Slater qui arrive en face de Lesnar en mode que bon, il me faut un match. Je sais que je vais mourir Lesnar, mais je dois le faire pour mon taf, pour mes enfants. Lesnar derrière qui sort I don't give a damn about your kids. Oula. Là, ça c'est et plus après, t'as plus fort, c'est plus Kenta fort. et Mai-Five. Ouais, ouais. Ça, c'était carrément plus fort que Get a Life Kids qu'il a lancé à Ali récemment, là. Non, Oh bah mais... oui, ah bah largement. Et donc là, on l'a mis en équipe avec Rhino. Rhino qui lui a coûté son job la première fois en plus. C'est ça qui est un peu ironique. Et donc... Attends, ça, je me souviens pas du tout. Comment ça, il lui a coûté son job? Ben, en fait, au tout début de l'histoire, il y a Slater qui demande à Shane qu'on lui donne son job, il veut avoir son contrat. Shane lui dit que bon, si tu veux ton contrat, ben tu vas affronter Rhino et il perd contre Rhino. En fait, le gagnant avait un contrat à SmackDown et Rhino l'a battu pour ça. Voilà. Et après, ils se mettent en équipe. Ouais. D'ailleurs, l'équipe, elle a aucun sens. Hein. Vas-y, je te laisse développer, Julien. Sur le fait qu'ils ont aucun sens, mais je comprends pas en fait. Ma souris me fait là. C'est bon, non, les aléas. Euh, Donc l'équipe, en fait, je trouve qu'elle a un peu aucun sens. C'est Rhino, c'est une grosse brute, c'est un petit rouquin qui se fait maltraiter. Donc Non, mais c'est ça qui est drôle justement, c'est que de base ça n'a aucun sens, c'est ça.
en équipe, ils squashent des randoms, des bangers là, je sais pas qui c'est ces mecs. Ensuite, ils battent Mojo et Zach, ils battent les Usos. C'est n'importe quoi. Ah ouais, c'était incroyable ça. C'est drôle, ouais. Ça, c'est fun. En plus, leur règne était plutôt bon hein, de souvenir, malgré qu'il n'ait pas duré longtemps, mais après c'était juste le but c'était juste de capitaliser sur le buzz de Heath Slater, donc voilà quoi. Beau moment les spots. Un truc, c'est ils battent le Spirit Squad parce que le Spirit Squad ils étaient là parce que Dolph Ziggler. Ouais. Puis c'est tout. Et ils battent l'ascension. Ouais. Et ils perdent contre Wyatt et Orton. Orton qui a commencé à être en rivalité avec Wyatt, mais qui a fini par le rejoindre juste après. Ça aussi, la Wyatt. Ouais, la Wyatt Family aussi, c'était un gros truc, hein, quand même. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien la Wyatt Family. J'aime bien la Wyatt. Surtout au moment des Survivor Series, dont on va parler un peu plus tard, histoire qu'on ait bien fait le tour. Il y avait quoi d'autre d'over là? Backlash, on peut parler du main event quand même. Ouais, vas-y. AJ Styles et Ambrose. Victor de Styles. Ouais. De son premier titre, je crois. Ouais, c'était là que commence son règne WWE, ouais. Et on peut également vaguement parler de Becky Lynch contre Alexa Bliss, contre Carmella, Naomi, Natalia et Nikki Bella. Ah oui, là où c'était également pour couronner la première championne de SmackDown, ouais. Ah, mais ça aussi, c'était un truc, hein. À SmackDown, toutes les nanas étaient mises en avant. Genre, elles avaient toutes des programmes, quoi. C'est ça aussi qui était bien à SmackDown, à ce moment-là. Mais donc, du coup, AJ Styles et Ambrose, c'est bientôt les débuts d'un grand homme, d'un grand catcheur. Ah, on y vient, vas-y. Du seul, l'unique. Je te laisse le dire. James Ellsworth. Le GOAT. Le géant. Quoi contre Strowman. Ouais, surtout avec l'interview à l'époque où Braun Strowman était en solo, on interviewait les jobbers. On demande à James Ellsworth comment il se sent. Bon, il dit que là où il répond que tant qu'il a ces 2 points, tout est possible. En gros, bon, il se fait exploser. Et après, au SmackDown suivant, il fait équipe avec le Miz contre Dean Ambrose et John Cena. Ah non, il faisait... Oh, je ne sais plus s'il faisait équipe avec AJ Styles ou le Miz, je ne sais plus. À un moment. L'un des deux devait trouver un partenaire pour affronter Ambrose et Cena. Et James Ellsworth est sorti, voilà. Bah, je vois pas de quoi tu parles, parce que je suis sur son catch match, là, l'année 2016, il affronte pas John Cena. Ou alors dans ce cas, il devait être le partenaire d'AJ Styles, mais le Miz l'a attaqué, ou l'inverse, un truc comme ça. Et après... Ensuite, on a AJ Styles, ouais. le match où Ambrose est l'arbitre. Ah oui, ça c'était un super match, ça c'était bien drôle quoi. Je suis d'accord, c'est marrant. C'est que c'est drôle. Je préfère les sauterelles de All Elite pour te dire. Ensuite, il a fait la Wyatt Family en équipe avec Dean Ambrose. Il rebat AJ Styles dans un leader match, il repère contre AJ Styles. Ouais. On le voit plus, non, mais il gagne. Attends, il a même un match de championnat contre AJ Styles pour les titres WWE qui gagne. Non, oui, ça c'était le dernier, mais il y a eu un autre match de championnat où il gagne, mais par disqualification. Ah oui. Genre là, il y a même un montage vidéo où il fait le No Chin Music, l'arbitre compte 1, 2, 3, nouveau champion James Ellsworth. Ça aurait été marrant si c'était vraiment arrivé. Ouais, c'est dommage. James Ellsworth c'était vraiment quelque chose. C'était spécial, voilà. Et du coup... Ouais. On va tomber en bronze. Et ensuite... Ouais, ça c'est du bon divertissement quoi. C'est le catch, voilà. Je suis d'accord. C'est pas juste faire des matchs pour des matchs, il faut aussi des moments comme ça.
Et c'est pas la sauterelle. Et bon, on parle beaucoup de SmackDown, mais à Raw, qu'est-ce qu'on a à manger là? Il se passe quoi en 2016 à Raw? Bah, c'est Kevin Owens. Ouais, Kevin Owens qui devient champion universel, duo de l'amitié avec Jericho, qui commence justement son personnage avec la liste. Ça, c'était super aussi. Hmm. Avec, avec Kevin Owens qui a par la suite un règne à chier, clairement. Vraiment, c'était une victime pendant tout son règne, quoi. Genre des deux, on dirait que c'est Jericho le champion, pour dire. Et d'ailleurs, le match aurait dû être à WrestleMania, Jericho contre Owens pour le titre universel. Hein. Ouais. Et Jericho aurait dû gagner, hein. Je dis était. Ouais, aussi. Donc, ils étaient aussi emmêlés avec une histoire, Seth Rollins qui s'est fait trahir par Triple H. Et Seth Rollins qui est en feud avec Owens et Jericho, mais qui est là en mode Triple H, je vais te fumer. Mais t'as l'occasion de gagner le titre universel, concentre-toi là-dessus, mon ref. Et tout ça pour dire que, bon, je l'ai peut-être déjà dit sur ma vidéo sur 2017, mais même depuis 2016, Rollins en face, c'est nul. Même avec le titre intercontinental, son personnage face a toujours été nul. Voilà, ça c'est dit au moins. Ah bah tu as tout à fait raison. D'accord. D'ailleurs, dans ce Raw où Kevin Owens devient champion, on va parler de deux choses. Une chose, on en a déjà parlé, et une autre chose, où on n'en a pas parlé. On a la création du bar. Le début de la création du bar, on a le deuxième match du Best of Seven Series entre Sheamus et Cesaro. Ah oui, c'est vrai ça. Et on a Darren Young qui squash Titus O'Neil. Ah bon? Ah ouais. Bon. Grâce à Bob Backlund. Ah ouais, j'étais même pas au courant. J'ai complètement oublié qu'ils avaient eu un match tous les deux. Bob Backlund. Non, putain, y a pas de gif de lui. Bob Backlund. Donc voilà. Et il y a eu aussi la longue rivalité entre Charlotte et Sasha Banks. Donc pour le titre féminin de Raw, du coup, Lilian, j'aimerais savoir ce que tu en penses du boomerang qu'il y a eu. Et ben en étant honnête, c'est le moment où la division féminine, j'en avais tellement rien à cirer que je ne saurais trop quoi dire. Bah c'était chiant. Voilà pourquoi je regardais plus. Et puis fin de ma justification. Ben moi je trouvais que c'était pas si mal. Parce que moi je préfère qu'il y ait deux main eventers qui se disputent une place au sommet, quitte à s'échanger les titres. Ça, au moins, c'est un élément pour raconter une histoire plutôt qu'avoir un règne long et chiant, quoi. Donc, comme quoi, ça aussi, c'est pas mal. Parce qu'aujourd'hui, les fans d'aujourd'hui, je parle bien des fans hardcore, hein, veulent absolument que les règnes durent au moins 6 mois. Donc, ça c'est un truc que je comprends pas. Voilà. Alors que tu peux très bien faire des règnes courts mais efficaces. Il en faut, mais pas tous. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que si Logan Paul bat Rey Mysterio, je sais pas si t'as été mis au courant comme quoi il allait avoir un match. Ouais. Que Logan Paul avait challenge Rey Mysterio. Je veux que Logan Paul gagne, mais pour du court terme. Ouais, c'est ça. Moi, je ne veux pas spécialement que Logan Paul gagne, mais ça ne me dérangerait pas. Son titre, son règne, Rey Mysterio, il était sympa, mais c'est Rey Mysterio, il est pas là pour garder un titre 45 ans, faut qu'il lâche ça. Ah oui, en parlant de titre, New Day qui cette année aussi avait battu le record à l'époque du plus long règne tag team de l'histoire, avant qu'il ne se fasse dépasser par les Usos récemment, mais voilà. Et justement, on parlait de Sami Zayn et Kevin Owens, mais Sami Zayn, également la feud avec Braun Strowman aussi, c'était quelque chose, hein. Là où Braun Strowman était également dans une situation où il cherche de la compétition. Donc Sami Zayn s'est pointé, le mec se faisait rouler dessus, mais il revenait à chaque fois. Et je retiens surtout le match avec un time limit de 10 minutes, où il tient 10 minutes contre Braun Strowman avec tout le drama, avec Mick Foley qui ne croyait pas en Zayn, et Zayn qui pouvait gagner en plus. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau dans l'histoire. Zayn, il continue à être élevé après sa victoire contre Owens. Voilà, c'était bien.
Zayn a toujours été sympa. Hein. Ouais. Non, mais Ok. Zayn Oui, c'est. il n'a pas forcément besoin d'un titre pour rester pertinent et l'année 2016 a clairement prouvé, hein. On en parlera, enfin, j'espère, un jour avec toi, de Zayn Roman Reigns. Je sais pas si t'en as déjà parlé, je ne crois pas. Non. T'as jamais fait de vidéo sur la Bloodline en général? Bon, Je crois pas. on trouvera peut-être l'occasion. Bon, Un jour peut-être. bon, on Restez à a, l'affût. ouais. Bon, on a bazardé tout ce qu'on avait à bazarder. On va parler vite fait maintenant d'un autre point clé, Survivor Series, et surtout le retour de Goldberg, qui était là, qui est arrivé, qui voulait faire un petit dernier match. Bon, on se rendra compte que c'était finalement loin d'être son dernier. Et donc, contre Brock Lesnar, pour rendre son fils fier, pour qu'il le voit catcher la première fois. Ce qui mène à Survivor Series où le match était super, le Survivor Series match Raw contre SmackDown. D'ailleurs, je l'ai Meilleur. regardé Le meilleur by récemment. far. Ouais, clairement, c'était clairement une masterclass. En plus, avec la Team SmackDown qui gagne et qui a pu, et malgré l'accident qu'il y a eu entre Reigns et Shane, ben, ça restait bien. Et ça a solidifié le truc de la Wyatt Family, le rapport entre Orton et Wyatt. Le pipi au elbow là, de Shane McMahon sur Roman Reigns. Oh là là. Hmm. Et donc, Compréhensible. pour revenir au main event, ben, je comprends pas qu'il y ait eu des gens qui aient chié dessus, quoi. C'était un bon match. Je vois pas le problème, en fait. Parce que l'histoire est parfaitement racontée. Lesnar, il prend de haut Goldberg parce qu'il est vieux, mais Goldberg lui montre qu'il a encore un spire ou deux. Jack Hammer, fin du match, super moment, le fils est fier. Voilà, quand on est content. C'était super ce Bah, match-là moi, je aussi. vais te contredire. On va pas être d'accord et ça va un petit peu animer la vidéo. Lesnar, tu le construis comme ta bête. Ta bête forte, ton mec invincible, il vient de battre le Taker, il bat tout le monde, il défonce tout le monde, il a Oui. défoncé Cena, il a défoncé Rollins, il défonce tout le monde, il est injouable, c'est ta bête. T'arrives, tu mets Goldberg en face, le match dure 1 minute et Lesnar se fait squash. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Lesnar s'est fait squash. Oui, mais il n'y a rien de mal, Brock en fait. Lesnar. Oui. Mais ta bête. Ben, il était pas prêt pour le match, que veux-tu que je te dise? Parce que tu vois bien que C'est comme si quand... demain Roman Reigns se faisait squash par un mec qui revenait et qui disait oh bah tiens, regarde fiston, papa est bien catché. Non, mais ça dépend de comment tu racontes. Par exemple, le truc de Goldberg et Lesnar, c'est bien raconté. Dans le sens où, quand tu vois, Goldberg, il pousse Lesnar, il rigole limite, il prend son temps en mode que, bon, c'est le vieux, il veut montrer qu'il vaut quelque chose, et il se fait surprendre. Là, c'est juste Lesnar qui s'est fait surprendre par sa bête noire, quoi. Voilà. Surtout que, en souvenir, si on revient en 2004, où Goldberg lui a mis Je la crois qu'on va misère, revenir à ce match de merde. et Non, j'ai pas envie de revenir à ce match de merde. J'ai pas envie. et également dans la Road to WrestleMania qui va suivre, on présente clairement Goldberg comme la bête noire de Lesnar. Genre, Lesnar se retrouve pour la première fois face à un mec qui arrive à le mettre au sol, quoi. Voilà. Et c'est un mec qui n'a même pas pu battre dans le passé, et c'est tout à fait logique, vu le contexte. Donc ça ne me dérange pas spécialement. Je vois pas ça comme un enterrement, je vois ça plutôt comme Lesnar qui a sous-estimé Goldberg d'entrée de jeu. Et c'est ça qui son erreur. Chose qui n'a plus répété à WrestleMania 33. D'ailleurs, le match à WrestleMania 33 est très cool. Ouais, voilà. C'est à souligner. C'est à souligner. Hmm. 4 minutes 45 de bon catch. Hmm. Bon. Comme d'habitude. Bon, ben du coup, j'ai rien d'autre à rajouter. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter, Lilian. Sinon, on va conclure sur cette belle année. J'en ai pas spécialement. Hmm. Du coup, dans ma conclusion, c'est que l'année 2016, ce fut une belle année en termes de catch, une belle année pour la WWE où ils ont tenté beaucoup de choses, où il y a eu pas mal de trucs intéressants quand même dans les programmes, que ça soit dans la mid-card, dans le main event ou même dans la job card. On n'a même pas parlé de Awesome Truth, c'est dommage, mais on n'a plus le temps. Donc, c'était vraiment un truc où pratiquement tout le monde était over.
et où clairement les programmes étaient bien et qu'il y avait un peu de fraîcheur également. Et vraiment, je suis content d'avoir connu cette époque et j'imagine que c'était c'était également un honneur pour toi, Lilian, d'avoir découvert le catch à plein temps à partir de ce moment-là. Ça me rappelle moi en 2009, tiens. Donc, vas-y, Lilian, si tu veux Effectivement. donner ta conclusion. Comme je l'ai dit plusieurs fois, 2016 est vraiment ma première année, hein. Je suis le catch depuis 2012, j'ai dû commencer vers là, mais je ne regardais pas toutes les semaines. Je suivais de loin, je regardais la WWE sur YouTube, de temps en temps sur AB1, et ça s'arrêtait là. Puis en 2016, une personne m'a dit: Ah, mais tu devrais regarder sur AB1, ça passe souvent. Enfin, non, en 2012, c'était pas sur AB1, je crois. Ça passe souvent sur AB1, nanana. Il m'a donné la date, il m'a donné l'heure. Vas-y, je regarderai et tout. C'est quelqu'un de ma famille. Et puis depuis, j'avais relâché en 2019. Et c'est lui, en plus, hein, un honneur du coup d'être sur sa chaîne, qui m'a fait aimer le catch en me présentant tout ce qui est la WWE actuelle, la EW, etc. Puis j'ai re-accroché depuis 2020, on n'est pas sorti du wagon. On est toujours là. C'est ça. Donc pour revenir à 2016, énorme année, avec énormément de talents qui ont vu le jour, comme Sami Zayn, Kevin Owens, qui sont vraiment fait exploser. D'autres moments plus drôles, comme James Ellsworth, qu'on a pu traiter, ou alors Mojo Riley, malgré que ce soit un peu malaise ça, Kurt Hawkins, etc. Mais énorme année avec énormément de gens over, d'autres plus drôles, et d'autres plus sérieux avec d'énormes combats comme Extreme Rules, etc. Malgré quelques déceptions, comme les débuts de Shelton Benjamin, mais bon, qui n'est jamais arrivé, mais bon, c'est dommage. Mais ça arrive. Ça, je me souviens pas. Hmm. Non, non, il y avait eu plusieurs vignettes annonçant son retour, mais finalement, il est revenu en milieu 2017. Bref. Donc, merci Lilian pour ta participation et je vous remercie également de votre présence, chers auditeurs. Je vous invite à liker, commenter et partager. Donc, si vous avez des trucs à rajouter qu'on n'a peut-être pas mentionné sur l'année 2016, c'est l'occasion. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!